pareil, on va demander au docteur Dehael de s'asseoir avec nous et on va appeler le docteur Jessica Calvo de Medipat Toulon, on va nous parler de l'intelligence artificielle en anatomopathologie. Et donc on posera les questions aux 4 orateurs et oratrices après. Bonjour à tous. Donc, je suis anatomopathologiste dans le groupe Medipat sur le site de Toulon. Et je vais tout d'abord vous expliquer un petit peu ce que c'est que mon métier, parce que je pense que c'est un métier un peu inconnu. C'est souvent appelé anapathe. Je suis médecin et c'est une profession qui est très méconnue parce qu'on ne voit pas les patients et on est en interaction avec très peu de professionnels en dehors de nos collègues chirurgiens et préleveurs. Et pourtant, on est indispensable et on est pivot en cancérologie notamment, mais pas que. On est environ 1600 en France et en gros, notre métier consiste à partir d'un prélèvement humain tissulaire à établir un diagnostic sur des images, sur lame microscopique ou de plus en plus numérisée avec l'avènement du numérique. Pardon, excusez-moi. Donc, nous réalisons au quotidien des dépistages, notamment du cancer du col utérin, mais pas que. Nous établissons surtout des diagnostics et nous donnons des informations capitales sur le pronostic grâce à nos critères histomorphologiques et donc des informations très importantes pour le traitement des patients. Notre objectif, c'est de faire un compte-rendu le plus précis possible, mais aussi le plus rapide possible pour que le patient soit pris en charge au mieux et au plus vite. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, on est en octobre, donc j'ai pris l'exemple du sein. Une biopsie est faite chez un radiologue, elle est ensuite envoyée dans un centre ou un service d'anapathe, et après de multiples étapes techniques, le médecin va poser un diagnostic après avoir vu les images au microscope ou sur lame numérisée. Donc le compte-rendu est détaillé avec des critères pronostiques et théranostiques, c'est-à-dire des caractéristiques qui vont être propres à chaque tumeur et qui vont permettre d'accéder à des thérapies de plus en plus personnalisées. Environ 50% des gens en France ont eu recours à un anapathe sans le savoir. Alors maintenant, comment nous aide l'intelligence artificielle dans notre métier ? En fait, ça n'a pas, c'est en cours, c'est en train de transformer notre métier. Ça démontre entièrement, en fait, en ce moment, ses potentialités pour l'amélioration et la précision de notre diagnostic au quotidien, et également comme puissant outil de recherche, comme on a pu le voir ce matin. Alors, dans notre métier à nous, au quotidien, ça classe les tumeurs, ça réalise des scores théranostiques et ça prédit des mutations sur une simple lame histologique standard. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Alors, comme on le disait également ce matin, il y a différents types d'IA qui peuvent être appliqués pour nous, anapathes. Ça peut être organisationnel, dans l'amélioration de la traçabilité des prélèvements et de notre flux de travail. Ça peut être, et c'est essentiellement au quotidien quand même, une aide au diagnostic, comme un deuxième œil. En fait, ça améliore notre qualité, notre reproductibilité inter, mais également intra-observateur, parce qu'en fait, en fonction du moment de la journée, du moment où on va regarder la lame, que ce soit le matin, en fin d'après-midi, le vendredi soir, etc., on n'est pas des robots, donc ça peut varier notre appréciation. Et ça assiste également le pathologiste dans notre lecture, notamment grâce à des outils aussi quantitatifs et pronostiques qui ont quand même une efficacité qui est beaucoup plus reproductible que l'œil humain, comme on va le voir un petit peu plus tard avec des exemples. Alors, l'état des lieux en France pour l'anapathe, c'est que c'est une démarche qui est en cours de développement, parce qu'en fait, avant de développer l'IA, il faut être quand même numérisé. Et en ce moment, il y a moins d'une dizaine de services hospitaliers qui ont intégré la pathologie numérique, c'est-à-dire que nous, en fait, c'est une étape de plus, la pathologie numérique. On a nos lames, on a notre microscope. Il faut introduire entre les deux un scanner de lames, donc des gens qui vont numériser des lames. Mais quand je vous dis des lames, ce n'est pas 1 ou 2 lames par jour, ça peut être des milliers de lames par jour. Donc ça, c'est vraiment une étape du flux de travail qui est vraiment très importante à intégrer. Il y a aussi également peu de structures privées qui ont numérisé entièrement leur structure, parce que c'est très compliqué. Notamment, on a des freins, évidemment, financiers, parce que comme je viens de vous le dire, ça nécessite une réorganisation vraiment très importante, avec des compétences spécifiques et des formations nécessaires des différentes équipes. Comme on en a un peu parlé ce matin, il y a des stratégies de stockage à définir. Il faut des hébergeurs données de santé pour nos données, des serveurs internes lourds. Enfin, les lames numérisées sont beaucoup plus
plus lourd, par exemple, que des images de scanner. Donc, il faut des serveurs, des équipements qui sont adaptés. Et évidemment, les scanners d'outils, puis ensuite les outils d'analyse, d'aide au diagnostic, etc. Et actuellement, donc, comme vous l'avez vu ce matin, il y a pas mal de partenariats avec des startups qui sont nécessaires pour faire aboutir certains projets. Alors, les atouts et les avantages du numérique en Anapat, c'est, comme je vous l'ai dit, ça a amélioré notre processus métier. Le délai de prise en charge peut être raccourci grâce à une relecture décentralisée. Alors, je vais juste vous expliquer un petit peu ce point-là. Nous, en France, les services et les laboratoires d'Anapat ont été obligés de se regrouper. C'est-à-dire qu'on a des plateaux techniques qui sont maintenant très très lourds avec l'avènement du numérique, mais en même temps avec l'avènement de la pathologie moléculaire. Donc on a besoin de gros pôles techniques et donc on a été obligé de se regrouper en des structures techniques et puis des pôles de médecins un petit peu en maillage territorial, et les lames peuvent circuler d'un point à l'autre. Donc plutôt que de faire circuler les lames, si elles sont numérisées, tout est sur notre ordinateur, et donc il y a un délai de prise en charge forcément qui est raccourci par la diminution des temps de trajet. Ça facilite donc la distribution des lames, mais également le partage auprès d'experts. En Anapat, on est très organisé en termes d'expertise. Il y a des experts nationaux dans différents réseaux, et le fait d'avoir numérisé nos lames facilite ces échanges. Ça permet aussi, dans certains services hospitaliers, et notamment un petit peu isolés qui n'ont pas d'Anapat, de faire des examens extemporanés à distance. Les examens extemporanés, c'est des examens qui sont faits au bloc opératoire, habituellement avec la présence d'un Anapat sur place, et qui dirigent la suite de l'opération chirurgicale en fonction du résultat qu'on va donner immédiatement au tenté. Ça favorise aussi la formation des Anapat juniors, puisqu'ils ont accès à toute la France, voire même à l'international pour la formation. Et au quotidien, en pratique, ça permet d'hiérarchiser nos dossiers en fonction de leurs priorités. Par exemple, on va d'abord s'attaquer à nos dossiers de cancéraux avant de s'attaquer aux dossiers un petit peu moins urgents. Alors, je vais vous donner l'exemple de la structure dans laquelle je travaille, donc qui est Medipat. On est une entreprise médicale de pathologistes libéraux. On a 33 centres de pathologie. On réalise environ 10% des diagnostics de cancer en France. On est un peu partout en France, notamment en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, et énormément en région PACA, parce que c'est de là qu'a démarré cette entreprise. Alors, au tout début, on s'est dit, un peu comme ce qui a été dit ce matin, que l'IA va arriver. Dans notre spécialité, comme en radiologie, vu que c'est des images qu'on regarde, ça va arriver très vite. Et donc, plutôt que d'avoir peur de se faire remplacer ou des choses comme ça, on va plutôt l'accompagner et essayer de faire confiance aux outils qu'on utilise au quotidien. Donc, quoi de mieux que de les co-développer. Donc, on a eu des partenariats, notamment avec des boîtes dont je vais vous parler maintenant. La première, c'est Ibex, qui a tout d'abord développer un outil d'aide au diagnostic dans le cancer de la prostate. Donc on l'a fait avec eux. Ça a été fait sur plus de 3000 lames qui a été annoté en multicentrique, donc avec d'autres centres, notamment à l'international. Et ça a utilisé donc des méthodes et des techniques de deep et de machine learning qui vous ont été expliquées tout à l'heure, mais peu importe. En tout cas, ça détecte avec un très fort taux de sensibilité et de spécificité les adénocarcinomes de prostate. Selon cette forme-là, là à gauche, vous avez une lame de biopsie de prostate. Donc c'est un tissu prostatique avec en bas de l'écran des glandes normales et en haut de l'écran le cancer. Au milieu, il y a l'outil d'aide au diagnostic Galen Prostate qui a fonctionné et qui, selon ce qu'on appelle un heat map ou une carte de chaleur, c'est-à-dire que plus c'est rouge, plus c'est à risque de cancer, nous a détecté avec précision le cancer. Il est également capable de donner les critères histopronostiques que nous donnons nous-mêmes, et des mesures très précises, beaucoup plus précises que ce qu'on peut faire nous avec notre règle, forcément. Donc, cette boîte a développé un outil d'aide au diagnostic dans la prostate qu'on utilise, nous, au quotidien depuis 2020, un outil dans le sein qui est en déploiement depuis fin 2022, mais également un outil en endoscopie digestive qui est vraiment très puissant et qui a eu un dépôt de marquage CUIVD en mai 2022 et qui est actuellement en déploiement sur un seul de nos sites. Voilà à quoi ressemble l'outil d'aide au diagnostic dans le cancer du sein. Donc là, vous avez différents types de cancers. Un cancer infiltrant, un cancer lobulaire, un carcinome in situ de bas grade et un carcinome in situ de haut grade. Cet outil détecte et classe avec précision, aussi bien que l'œil humain, plusieurs types de cancers du sein invasifs et in situ.
En endoscopie digestive, c'est 34 caractéristiques qui peuvent être détectées. Ça peut aller de la dysplasie de bas grade, donc c'est des précancers, les dysplasies, aux dysplasies de haut grade, et à différents types de cancers, donc les carcinomes, les lymphomes, mais également les tumeurs neuroendocrines. Ça peut également détecter des choses non cancéreuses, comme l'Helicobacter pylori et les inflammations du tube digestif. Actuellement, c'est la seule solution d'aide au diagnostic. Il y a marqué intelligence artificielle, mais c'est faux. D'aide au diagnostic pour le tube digestif. On utilise au quotidien. Alors ça, c'est un petit peu différent parce que c'est une solution qui a été déployée sans deep learning. C'est-à-dire que on ne sait pas exactement comment elle a été déployée. On a eu beaucoup de mal à la mettre en pratique. Il a fallu vraiment qu'elle nous prouve son efficacité. On utilise actuellement toujours la cytologie urinaire, qui est l'examen de référence, à côté, parce que on n'a pas participé en fait à fournir des images. Et donc du coup, on est un petit peu plus frileux, mais c'est pas parce qu'on est plus frileux que c'est pas efficace. C'est juste que c'est beaucoup plus difficile à utiliser par les anapathes, parce qu'on est des gens qui sont très suspicieux et on a besoin de vraiment croire. C'est tellement important nos diagnostics qu'on a vraiment besoin d'être sûr de ce qu'on utilise. Donc c'est un outil qui est très efficace, puisque comme vous voyez en fait à droite, il fait mieux que nous. Donc, mais on a quand même malgré tout du mal à l'utiliser. Tout simplement, c'est des croyances, hein, et ça malheureusement, ça met du temps à changer. Actuellement, on est aussi en cours de développement d'outils d'aide au diagnostic dans le dépistage du cancer de la peau, donc en collaboration et en co-construction avec une start-up qui s'appelle Prima, qui a été conçue par une anapathe. Enfin, le CIO, c'est une anapathe. Et l'objectif, c'est donc de développer un dispositif médical d'aide au diagnostic en dermatopathologie sur les cancers, mais pas que. Donc c'est très ambitieux, mais on est en cours. Ça fait déjà quasiment 2 ans avec la participation de tous les médecins. Et surtout, en fait, ce qui est important dans la co-construction, c'est qu'en fait, qui mieux que nous pour dire ce dont on a besoin et qui pourrait nous améliorer nos pratiques. On utilise également dans le dépistage du cancer du col de l'utérus cet outil qui s'appelle Genius, qui a montré son efficacité dans le sens où en fait il fait Genius plus l'anapathe, pas Genius tout seul, mais Genius plus l'anapathe fait mieux que l'anapathe tout seul. Donc du coup on l'utilise au quotidien. Il y a une étude médico-scientifique et une étude économique qui fait que sur ces 2 plans-là, en fait, c'est mieux que l'anapathe tout seul. Donc là, pour le coup, on n'a vraiment aucun problème à l'utiliser parce qu'il nous donne des images, en fait, de lésions, que ce soit de lésions de bas grade ou de haut grade, sur les frottis. Donc là, aucun souci, on est confiant. Donc en conclusion, en fait, on sait tous que le secteur de la santé est confronté à une pénurie de médecins, mais nous, en particulier, à une pénurie de pathologistes, à une charge de travail accrue en fait de nos pathologistes, mais également de nos équipes. Et avec cet avènement du numérique et de l'intelligence artificielle, je pense qu'on est à la croisée des chemins, avec une médecine qui se veut de plus en plus personnalisée. Et je pense que l'intelligence artificielle en anapathe, c'est une solution prometteuse qui va permettre la fusion de nos connaissances avec la précision des algorithmes. Moi, je vois ça comme un deuxième œil. Ça ne nous remplacera pas, c'est pour moi impossible. Mais par contre, ça va permettre l'amélioration de la prise en charge de nos comptes rendus et donc l'amélioration de la prise en charge de nos diagnostics et de la prise en charge du patient également et de l'efficacité opérationnelle dans le parcours du soin. Voilà, je vous remercie. Bon, bravo et merci donc aux 4 intervenants de cette session. Donc je crois qu'on a gagné un petit peu de temps, donc on va pouvoir un petit peu débattre tranquillement. Si je repars sur le premier exposé, donc sur le aller vers pour le cancer du poumon, je voulais bien que vous précisiez une chose, donc sur 100 personnes qui vont arriver, combien vont vraiment être éligibles, combien vont être retoqués, et après sur ceux qui sont éligibles, combien vont véritablement aller faire leur scanner. Et puis derrière, quand il y a un problème, comment est-ce que vous annoncez la mauvaise nouvelle ? Alors la première question, on peut y répondre. On a environ un delta de 20% entre les gens qui se présentent et les gens qui sont véritablement éligibles.
Les gens qui se présentent véritablement au scanner, on est en train de l'évaluer parce que c'est tout récent. On a fait ça en juillet, août, septembre. Samedi, ici, après-demain, on fait au centre commercial du Paillon. Donc là, on va avoir des centaines de personnes. Donc on va pouvoir l'évaluer mieux. Donc à cette question, combien arrivent véritablement au scanner? On a un delta. Je vais passer la parole à Rima, mais... Par journée, par exemple, une journée à Roquebillière, on avait eu 40 de personnes qui sont venues. Et parmi elles, il y en avait environ 38, 37 qui étaient véritablement éligibles. Et on perd environ 5 à 10 personnes pour le rendez-vous du scanner. Ce qui est plutôt pas mal au niveau compliance. Et parfois, on arrive à les récupérer, la secrétaire de radiologie les recontacte et ils viennent au bout de la deuxième fois. Mais bon, c'est vrai qu'au premier abord, on les perd. Pour répondre à la question de l'annonce, ce que vous a montré Rima, les patients reçoivent un compte-rendu, mais c'est des patients et leur médecin de famille, évidemment, les deux. Et donc, à partir du moment où il y a une anomalie, clairement, il y a un contact et du médecin et du patient, et on propose... À qui voulez-vous adresser le patient? Ici, l'idée, c'est pas de faire de la captation de clientèle, on est tout à fait d'accord, c'est de proposer une filière de soins. Alors, la question que je me posais, c'était la difficulté pour annoncer la mauvaise nouvelle dans une situation comme celle-là. Oui, c'est en fin de parcours, mais c'est notre métier, on est conclu à ça. Voilà, donc si vous voulez rebondir un petit peu, au moins sur le premier sujet. Oui, bonjour, merci Charles Hugo. Toujours Clarisse Duvalet de Toulon. On a fait la même chose en interne et on a les mêmes difficultés, mais c'est encore plus compliqué que le aller vers en population globale, je dirais. Sur le programme de dépistage qu'on a mis en place sur le centre hospitalier de Toulon, on a les mêmes problèmes, c'est-à-dire que les gens mentent sur leur tabagisme. Les plus inquiets, c'est ceux qui ne sont pas à risque ou pas à haut risque. Le critère d'éligibilité est très mal perçu en fait, parce que le mot éligible, c'est plutôt dans un processus électoral, c'est avoir été élu. Et donc, quand ils sont assez déçus de ne pas être éligibles, alors qu'en fait, on leur dit bah non, c'est bien en fait. Voilà. Le fait d'avoir arrêté de fumer est un très mauvais critère de choix, puisque en fait, pour eux, ils ont arrêté de fumer, donc le cancer est parti dès le lendemain de l'arrêt. D'ailleurs, on le voit en diagnostic tous les jours. Les patients ont arrêté de... C'est un cancer métastatique, mais ils sont persuadés que le fait d'avoir arrêté une semaine avant, ça va aller mieux. Et on avait fait une annonce en interne pour sensibiliser à la possibilité d'avoir un accès au dépistage au sein de l'établissement. C'est-à-dire que vous êtes soignant, vous ou votre famille avez fumé avec les mêmes critères que Charles Hugo, bien évidemment. Et donc, à ma consultation, moi, j'avais 90% de taux de déchets. C'est-à-dire que, en fait, les gens venaient, mais ils voulaient avoir éventuellement un avis pneumo, parce que ça permettait d'avoir un avis. Ils avaient déjà fait un scanner depuis moins de 6 mois. Et en fait, les vrais critères, on en a sur 60 patients que j'ai vus, on a fait une dizaine de scanners qui étaient vraiment dans le cadre du dépistage. Mais c'est très compliqué. Donc, en population générale, c'est un très bon score. Et il faut qu'on s'améliore encore sur la com et sur ce que c'est, sachant que le taux de dépistage attendu est dérisoire aux yeux du grand public. 100 scanners, 3 cancers. Donc, c'est pas très vendeur. Mais tu as raison, notre résultat, on est étonné en bien, si tu veux, par rapport à l'expérience hospitalière qu'on avait fait en novembre dernier. C'est-à-dire le truc centralisé, ça ne marche pas. Complètement. Déjà, il faut que les gens comprennent, il faut qu'on arrive à communiquer en population générale ce que c'est le dépistage du cancer du poumon et ce que sont les critères d'éligibilité. Et ce qu'est le haut risque de cancer du poumon. Ça, c'est le plus compliqué. Les centres de prévention peuvent être des moyens pour justement dépister ces gens éligibles et les envoyer faire ces scanners. Aussi, par rapport au fait qu'il y a des personnes qui viennent et qui ne sont pas éligibles, le fait de faire figurer un numéro d'hotline et un contact,
je trouve ça intéressant parce que ça permet de faire une présélection et les personnes ne sont pas déçues une fois qu'ils se sont déplacés et qui sont donc non éligibles. Voilà. Bonjour, moi je voulais rebondir sur vos moyens de communication. On a été un peu étonnés par rapport au pourcentage des flyers. Donc je voulais savoir si c'était des flyers qui avaient été déposés dans les pharmacies, dans les hôpitaux, dans les commerces, ou si c'est des flyers qui avaient été plus vite postés ou donnés par des professionnels de santé. Parce que je pense que selon le moyen de communication et comment ça a été fait, l'importance est différente. Merci. Les CPTS sont vraiment distribués partout, les commerces, les pharmacies, les hôpitaux. Ils ont donné aussi aux médecins de famille, médecins traitants, dans les supermarchés, les caisses des supermarchés aussi. Ils ont fait un bon travail à ce niveau-là. Donc ils ont bien. Les médicobus aussi. Alors, pour vous donner un exemple de flyer, dans l'étude Cascade, pour inclure 2100 patients, ils ont distribué un petit peu moins d'1 demi-million de flyers. D'accord ? C'est une rentabilité proche de zéro. Et ça veut dire, comme vous dites, c'est que les flyers, c'est pas le fait de les distribuer comme ça, c'est qui sont les acteurs de santé qui vont les diffuser. Et c'est là qu'est la clé. C'est ça. Merci. On développe aussi une autre forme de dépistage, du moins de prévention, dans le cadre d'interception avec les centres anticancéreux. La remarque que je voudrais faire, c'est que nous nous heurtons tous dans nos démarches visant au dépistage aux freins psychosociaux qui existent dans notre société. Et je pense qu'on va mettre au niveau du cancer du poumon en évidence les mêmes facteurs qu'on a pour le dépistage du cancer du sein. Je vous rappelle que le taux de dépistage systématique du cancer du sein débuté en 2003, dans le premier plan cancer, nous sommes passés en dessous de la barre des 50%. On est à 48,2%, malgré des efforts et des flyers. Vous avez parlé de millions de flyers. Dans le cas d'Octobre Rose, etc., c'est des millions aussi. Et donc, je pense qu'il y a un problème dans notre société française qui est peut-être spécifique, qu'on ne retrouve pas dans les sociétés scandinaves. C'est que dès qu'il s'agit de prévention ou de dépistage, on a des freins multiples et variés qui nous bloquent tous, malgré notre bonne volonté et les compétences et l'argent qui est mis dedans. Et je pense que ces problèmes de prévention sont un problème d'éducation. Et quand on a affaire à des adultes, on prend plein pot les freins qu'ils ont accumulés et qu'il faudrait avoir aussi un regard d'initiation à la prévention chez les plus jeunes pour poser la graine, comme l'écologie est en train de pousser chez les petits jeunes, la prévention. Voilà ce que je voulais faire comme remarque. D'autres remarques dans la salle ? Sinon, je peux faire la transition donc, par rapport au cancer colorectal dépistage organisé. Donc là, on est encore moins bon, puisqu'on est à 30-35%. Il faudrait, pour que ce soit efficace, qu'on soit à plus de 50%. Donc clairement, on n'est pas très bon non plus là-dessus. Donc je crois que c'est un bon relais pour le second sujet, la coloscopie avec le carré vert. Donc moi, dans mon centre, j'ai pas la chance de l'avoir en permanence, mais je l'ai quand même de temps en temps en test. Donc quand on l'a en test, ça nous amuse, parce qu'on dit bon, le carré vert il s'est allumé, mais je l'avais vu avant le polype, donc bon. Néanmoins, quand même, je vais vous donner une anecdote. C'est que vraiment sur des zones un peu aveugles, comme tu l'as précisé, donc l'angle droit, l'angle gauche, il faut quand même bien s'y attarder. Et un jour, le carré vert, il s'est allumé sur une zone quand même vers l'angle gauche. C'est vrai que de but en blanc, j'aurais peut-être pas enlevé l'anomalie. Et je me suis dit, bon, si le carré vert s'est allumé, je vais quand même voir ce que ça donne. Et c'était quand même bien un adénome, dysplasie de Bagrad, mais bon, c'était bien de l'avoir enlevé. Donc il y a quand même véritablement un intérêt sur cette intelligence artificielle. Donc tu nous l'as bien expliqué. Moi, la question que je me pose, c'est sur les gros adénomes qui sont potentiellement donc des tumeurs T1, où on sait que le degré d'infiltration muqueuse peut éventuellement imposer derrière un geste complémentaire chirurgical pour avoir un statut ganglionnaire.
C'est vrai que si on pouvait le savoir à l'avance, ce serait plutôt une bonne chose. Alors, je crois qu'il y a des staffs qui se font un peu partout en France sur les centres experts sur ces tumeurs T1. Et là aussi, je pense qu'il faut faire évoluer le système là-dessus. Oui, vous avez totalement raison. C'est vrai qu'en 15 minutes, c'était un petit peu difficile de tout balayer, mais effectivement, il y a un atout supplémentaire que l'on attend de l'intelligence artificielle à la coloscopie, c'est qu'effectivement, en fait, il y a certains polypes, dont je ne vous ai pas parlé, qui posent la question de leur technique de résection. C'est-à-dire, pour certains, c'est des polypes gros, moches, mais quand on les enlève, ça reste bénin. Pour certains, c'est des polypes gros, moches, quand on les enlève, c'est un cancer débutant. Et ceux-là, on peut encore avoir du mal à les différencier. Et effectivement, l'étape, j'allais dire pas ultime, mais en tout cas la prochaine étape que l'on attend d'intelligence artificielle, c'est aussi de pouvoir nous dire, est-ce que ce polype, c'est un cancer en endoscopie, on ne pourra rien y faire, il faut le confier au chirurgien, ou est-ce que ce polype, il est moche, mais tu peux l'enlever avec ta coloscopie, fais-le. Et en plus, quand on peut l'enlever avec la coloscopie, en fait, il y a certaines techniques de résection qui prennent plus de temps, il faut être plus habitué, il faut une certaine expertise pour le faire, et cela, il faut le confier à la bonne personne. Alors c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir ce comité qu'on appelle les tumeurs superficielles du tube digestif, où en fait, toutes les semaines, on passe 1 heure à discuter de dossiers, à voir la tête des polypes, à voir leur analyse, le contexte, et pour dire, voilà ce qu'il faut en faire de ce polype, ça, ça ou ça. Mais c'est pas encore d'actualité. Il y a des firmes qui y travaillent parce que c'est un point hyper important dans la coloscopie, mais pour que l'on puisse différencier ces polypes bénins des polypes cancéreux qui, eux, on pourra rien y faire avec la coloscopie, effectivement. Il faut qu'on avance sur le timing. Donc, est-ce que vous avez des questions pour notre anatomopathologiste? C'est des domaines, voilà. Attends, Oui, on avait discuté ce matin des hallucinations sur les IA génératifs ChatGPT. Est-ce qu'on a la même chose sur les IA qui se basant sur des images? Est-ce que vous avez des hallucinations de compte rendu complètement faux? Alors, il n'y a aucune IA qui fait des comptes rendus pour l'instant. C'est que des aides au diagnostic, c'est tout. Ils génèrent pas de compte rendu pour le moment. Mais elle vous sort quoi concrètement? C'est-à-dire, il nous sort, par exemple, pour les biopsies de prostate, ils vont nous dire les zones où il y a des cancers. Ils vont nous dire le score qu'on appelle le score de Gleason, c'est-à-dire est-ce que c'est un score 3+3, 3+4, etc. Elle ne s'avance pas sur l'histologie, sur le type de cancer? Si, enfin, l'adénocarcinome acineux, quoi. Mais ils génèrent pas de compte rendu. Oui, non, mais ma question, c'est est-ce que sur typiquement ChatGPT, on peut vraiment avoir des hallucinations? Il répond complètement à côté de la plaque. On est obligé de corriger ChatGPT, on dit que ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce qu'on peut avoir la même chose avec les IA se basant sur l'imagerie? Celle qu'on utilise, nous, très peu. C'était le but, parce que sinon, on ne les utiliserait pas. Et en fait, pour répondre un petit peu à la question qu'il y a eu ce matin, nous, en fait, on a un contrôle qualité, entre guillemets, permanent, parce que c'est nous. Et à chaque fois qu'il y a une erreur, ça arrive très peu, parce que ça arrive dans moins de 3% des cas, ce qui est vraiment pas beaucoup, on la fait remonter à ceux qui gèrent l'outil, et ils l'éliminent de l'outil, en fait. Et plus on fait remonter les erreurs, plus elles sont éliminées. Et ça, ce sera en continu. Ce sera toujours. Et votre base de données est partagée avec d'autres centres qui sont clients de... Pas notre base de données. Non, pas notre base de données. Mais par contre, vous entraînez sur votre propre base de données? Non, on entraîne l'outil qui sera partagé avec d'autres. Ça, oui. Mais par contre, notre base de données, c'est notre base de données. Elle n'est pas partagée.